Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Retour en France environ 40 ans après le 10 mai 81, puisque nous sommes le 11 mai. Bonjour Jacques Attali, vous êtes écrivain, économiste, vous publiez « Il y aura d'autres jolis mois de mai » aux éditions Fayard, ce récit d'une campagne électorale réussie qui a vu l'élection de François Mitterrand. S'il fallait expliquer aux plus jeunes pourquoi ce 10 mai 81 est une date importante, que diriez-vous ? Je ferai d'abord la liste des réformes devenues des évidences qui n'auraient pas été possibles à cette date sans l'élection de François Mitterrand, puisque son adversaire, le président sortant, n'en voulait pas. Je parle de l'abolition de la peine de mort, la dépénalisation de l'homosexualité, la retraite à 60 ans, les 39 heures, la décentralisation, beaucoup de lois sociales, le prix unique du livre, la pyramide du Louvre, et on pourrait continuer assez longtemps, en particulier par la création d'innombrables radios ou télévisions qui ne sont pas dans le simple giron de l'excellente Radio France d'aujourd'hui, mais qui ont permis de rendre la communication, la culture, en particulier la musique, beaucoup plus présente. Beaucoup d'autres choses ont marqué cette époque et cette transformation, en particulier d'autres choses qui auraient pu peut-être être faites par son adversaire. Je parle de la construction européenne, mais toutes les lois sociales. J'ajoute aussi l'impôt sur la fortune qui a été longuement maintenu puis supprimé, comme les nationalisations qui ont été maintenues puis supprimées. Mais je ne parlais au début que des lois qui ont véritablement transformé la société française, qui sont encore une fois aujourd'hui évidentes, mais qui à l'époque étaient extrêmement combattues et que l'élection de François Mitterrand a seule rendu possible. C'est une date importante selon vous dans l'histoire de France, dans l'histoire de la gauche. Qu'est-ce que ça représente, Jacques Attali ? D'abord, c'est la seule fois où la gauche, la première, disons pas la seule, mais la première fois où la gauche gagne une élection présidentielle avec un vrai programme, une volonté d'agir dans la durée et les moyens de cette continuité, parce que François Mitterrand a eu immédiatement une majorité très, très large au Parlement, une majorité unie, ce qui ne s'est pas retrouvé dans les fois où ensuite la gauche a pu exercer le pouvoir. Donc c'était une circonstance très très particulière qui est l'aboutissement d'une longue campagne, une longue bataille qui a duré plus de 10 ans et qui était ressentie à l'époque comme impossible. Personne ne pensait que la gauche pouvait gagner. La droite était majoritaire dans les esprits, dans les médias, dans les cœurs, peut-être pas, mais en tout cas dans toutes les formes de pouvoir. Justement, lorsque vous faites ce récit, il y aura d'autres jolis mois de mai, le livre que vous publiez aux éditions Fayard, vous rappelez, Jacques Attali, à quel point, d'une part, quelques années, 7 ans auparavant, l'issue du 10 mai 81 n'était pas du tout certaine, et puis pourquoi François Mitterrand n'était pas forcément l'homme providentiel pour faire remporter la gauche. Non, pas du tout. Il y avait beaucoup de raisons pour lesquelles on n'aurait jamais dû gagner cette élection. D'abord, comme vous l'avez rappelé, en 1974, il m'avait demandé de diriger sa campagne. J'avais 30 ans et cette campagne a été perdue d'un cheveu, d'ailleurs, par lui face à Giscard d'Estaing, celui qu'il a finalement battu 7 ans plus tard. Et François Mitterrand incarnait beaucoup de choses qu'une partie de la gauche n'aimait pas. Il venait de la droite, son passé était un peu bizarre, il avait été garde des Sceaux sous la 4e République en pleine guerre d'Algérie, toute une série de choses qui faisaient qu'une partie de la gauche ne l'aimait pas, sans compter une gauche de nature syndicale qui aussi se méfiait de lui, et plus encore la gauche communiste qui le considérait comme un danger mortel pour le Parti communiste, à juste titre d'ailleurs, puisque c'est François Mitterrand qui a fait la bascule entre le Parti communiste, qui alors était dominant. Il faut se rappeler que tout au long de l'après-guerre, jusque mi-70, même un peu après, le Parti communiste était très très largement dominant à gauche, et une alliance avec les communistes était considérée comme servir de marchepied à une dictature stalinienne. Et alors le candidat naturel de la gauche en 81, cela aurait dû être Michel Rocard ? Non, il n'y avait pas de candidat naturel. D'abord, personne ne se disputait pour être vraiment candidat de la gauche en 81, puisque beaucoup pensaient
que M. Giscard d'Estaing serait réélu. Et Michel Rocard était en effet candidat, et il était aussi le candidat soutenu par une certaine partie de l'opinion. Le Nouvel Observateur, à l'époque, faisait campagne pour Michel Rocard, contre François Mitterrand, pratiquement explicitement. Quand Michel Rocard a annoncé sa candidature, le Nouvel Obs a fait sa couverture sur Michel Rocard, mais quand François Mitterrand a fait savoir qu'il serait candidat lui aussi, le Nouvel Observateur a fait sa couverture sur Coluche. C'est dire le degré d'enthousiasme qu'il y avait dans une partie de la gauche à l'égard de François Mitterrand, en particulier de cette gauche qui n'aimait pas l'idée que la gauche soit au pouvoir, parce que si la gauche est au pouvoir, à ceux qui exerçaient un magistère de gauche dans l'opposition, ça leur enlevait ce privilège d'être les statuts du commandeur qui disent le vrai et le juste contre le pouvoir. Et si le pouvoir est de gauche, c'est un peu plus embarrassant que de le faire. Pourquoi avez-vous décidé, Jacques Attali, de faire la campagne de François Mitterrand? Vous aviez rencontré Pierre Mendès France, vous auriez très bien pu vous entendre avec Michel Rocard. Coluche était votre ami, je ne sais pas s'il vous a proposé de participer à sa campagne. J'étais très ami de Michel Rocard, que j'ai connu avant de connaître François Mitterrand. Et même, j'avais demandé à Michel Rocard de m'accompagner comme enseignant, puisque j'étais professeur enseignant à l'école polytechnique, à l'école des Ponts et à différentes écoles, et j'ai proposé à Michel de venir avec moi. J'étais très lié à Michel Rocard, mais j'estimais à cette époque, j'avais 30 ans, qu'il n'avait pas l'étoffe présidentielle. Je le trouvais un peu confus, je le trouvais sans véritable capacité de rassemblement, sans profondeur culturelle. C'était un technocrate extrêmement habile, extrêmement gentil. C'était un ami, vraiment. D'ailleurs, François Mitterrand, devant moi, ne l'appelait que votre ami Rocard. C'est-à-dire... C'était aussi un bon tacticien, Michel Rocard. Il savait être moins gentil dans les jeux politiques. Si c'était un bon tacticien, il aurait peut-être mieux réussi qu'il n'a réussi, mais... Oh, il a quand même été Premier ministre, par la bonne volonté de François Mitterrand. Mais je pense qu'il incarnait une gauche tout à fait sincère, mais qui à l'époque n'était pas en situation de pouvoir gouverner seule, puisque c'était une gauche très anticommuniste, ce qu'on peut comprendre, en raison des liens que le Parti communiste avait encore gardés, même s'il s'en défendait avec... le monde stalinien et l'Union soviétique, et il était hostile à un certain nombre tout en étant d'ailleurs hostile à l'Europe à certaines dimensions. Enfin, c'était pour une autogestion utopique, donc il était à la fois plus orthodoxe, plus conservateur, mais aussi plus utopiste. C'est créé une confusion assez grande dans les esprits. Et Mendès France, il y avait chez Mitterrand une certaine forme de mépris pour Mendès France? Non, je ne dirais pas ça. Moi, j'ai rencontré Mendès France très, très jeune, puisque j'avais été lui demander conseil. Il m'avait dit, jeune homme, ne faites pas de la politique, c'est un métier très ennuyeux, ça consiste à répéter, vous allez vous ennuyer. J'ai entendu la leçon, c'est pour ça que c'est pas à cause seulement de ça, mais je n'ai jamais voulu être homme politique, métier que je respecte, mais je n'ai jamais voulu être autre chose qu'un intellectuel qui a eu la chance de rencontrer un homme politique avec qui j'ai le privilège de travailler, mais j'ai refusé d'être candidat à toutes les élections qu'on m'a proposées, ou dirigeant du Parti socialiste que François Mitterrand m'a proposé, et ensuite je lui ai refusé d'entrer au gouvernement. Pierre Mendès France incarnait une gauche résignée à l'absence de pouvoir. Il était dans l'opposition durablement. Entre François Mitterrand et lui, il y avait à la fois une vraie estime profonde et de grandes blessures. Pierre Mendès France avait pris parti très violemment contre François Mitterrand au moment de l'affaire de l'Observatoire, vieille affaire très compliquée. Et il faut en rappeler en quelques quelques mots. Alors je peux... En quelques mots, François Mitterrand est tombé dans un piège où quelqu'un lui a demandé de jouer la comédie d'un attentat pour lui sauver la vie à lui, auteur de l'attentat. Alors ça, c'est ce qu'il vous a dit, Jacques Attali, c'est ce que vous retenez comme vrai, et ça n'est pas évidemment ce que ses détracteurs disent. Non, mais c'est ce que l'histoire retient comme vrai aujourd'hui, aussi farfelu que ça peut paraître. L'histoire n'a jamais contredit cette version des faits. C'est aussi absurde que ça soit, c'est cela. Donc ça, c'est une des blessures entre Pierre Mendès France et lui. Sans doute y avait-il aussi quelque chose lié à la résistance, où Pierre Mendès France avait été, pour d'autres raisons,
autrement visible, alors que François Mitterrand n'a été visible que dans les années 43-44, et Pierre Mendès France a été, pour d'autres raisons, en situation d'être martyrisé comme juif un peu plus tôt, évidemment. Mais les deux hommes avaient fini par se réconcilier. Dès 1974, j'ai réussi à entraîner Pierre Mendès France dans la campagne de François Mitterrand. Il est venu nous aider de son prestige, qui était immense, et de sa crédibilité, qui était considérable, et de même en 81. Mais alors, justement, ce programme, Jacques Attali, puisque vous insistez sur le temps qu'il a fallu pour l'élaborer dans votre livre, il y aura d'autres jolis mois de mai, vous considérez que c'est effectivement cela qui a permis à François Mitterrand de gouverner comme il a gouverné. Ça a été compliqué de l'élaborer Oui, c'est un programme, c'est un mot qui peut paraître technocratique, mais c'est un ensemble de propositions qui renvoie à des espérances et à des désirs des gens. Bon, donc ce programme a été d'abord élaboré, je n'en étais pas, à partir de 71 par le Parti Socialiste et par le programme commun auquel je n'ai pas moi-même participé, puisque je suis arrivé auprès de François Mitterrand l'année suivante. C'était un programme où il y avait énormément de choses qui étaient déjà le résultat de travaux de clubs, de groupes, etc. Mais avec beaucoup d'aspérité et beaucoup d'ambiguïté sur la place qu'aurait le secteur public, sur les lois sociales, etc. Et pendant 7 ans, à partir de 74 jusqu'en 81, on a pu l'affiner, le préciser, le modérer, le rendre concret. Et en sont sortis, comme visible, toute une série de réformes qui allaient devenir nécessaires, qui sont pour l'essentiel celles que j'ai dites tout à l'heure, et qui ont résonné avec le peuple. Ce qui s'est passé ensuite, et ce qui se passe encore aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a dit que la gauche a déçu après 80. C'est pas la gauche qui a déçu après 80 au pouvoir. Arrivée au pouvoir, elle a fait tout ce qu'elle avait dit qu'elle ferait, absolument tout, sauf la nationalisation des écoles privées, dont François Mitterrand ne voulait pas, même si c'était dans son programme. Mais ce qui a déçu, c'est que, et j'en appelle aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, c'est que les intellectuels, les journalistes, les syndicats, les associations, les partis politiques ne se sont plus mobilisés assez pour inventer, ressentir, vouloir d'autres réformes qui porteraient en quelque sorte une deuxième vague. À quoi pensez-vous ? Ça dépend à quelle époque on se place, mais je vais venir sur aujourd'hui. En 81, je dis donc on fait tout ce qu'on m'a dit. Mais en 84-85, on se retourne et on regarde, et les partis ne nous proposent rien pour la campagne suivante. On essaye d'inventer différentes choses. Moi-même, je l'ai raconté dans d'autres circonstances. Je propose un nouveau programme en 85, mais les élections de 86 sont des élections frontales, gauche-droite, pas du tout sur des programmes, risque de défaisance par la droite de tout ce qu'on avait fait, ce qu'ils ont fait d'ailleurs en partie. En 86, 88 arrive comme une élection. Est-ce qu'on maintient le Premier ministre qui a tout cassé ou est-ce qu'on continue avec le vieux ? C'était une erreur, le second mandat ? Je n'étais pas enthousiaste parce que justement il n'y avait pas de programme. Mais je pense qu'il a eu raison de se présenter à la fois, et je l'ai soutenu à ce moment-là, parce que l'idée de laisser le pouvoir à Jacques Chirac, qui aurait été élu contre Michel Rocard, à mon avis, n'était pas une bonne idée à cette époque, puisque Jacques Chirac incarnait une sorte de fougue extrême droitière. Je ne dis pas d'extrême droite, Jacques Chirac n'est pas d'extrême droite, évidemment, mais qui était inquiétante pour les libertés, telle en tout cas qu'on l'avait ressenti pendant la cohabitation. Donc, et en même temps, la chance a voulu qu'après 88, après son élection, il y a eu l'effondrement de l'Union soviétique, la construction européenne, beaucoup de choses très très importantes à faire, donc qui justifiait sa présence au pouvoir. Même s'il a laissé la conduite des affaires à Michel Rocard dans une situation de quasi-cohabitation, puisqu'il ne l'aimait pas et il n'était pas enthousiaste de ses succès. Et finalement, quand on regarde le bilan politique intérieur de Michel Rocard, malheureusement, il n'a pas pu faire non plus grand-chose, puisqu'il n'avait pas non plus une majorité très, très assurée. Alors, à aujourd'hui, puisque votre question portait évidemment surtout là-dessus, oui, je crois qu'il y a encore la nécessité de cristalliser quelques thèmes qui puissent être... Et pour moi, les thèmes importants que je ressens, c'est évidemment les thèmes de l'écologie, mais qui supposeraient des choses plus précises à dire, les thèmes de la sécurité qui s'imposent, les thèmes de la proximité, le rapprochement du pouvoir, le rapprochement de la production, de la consommation des choses de la vie, et puis un thème qui me paraît devoir
prendre une importance considérable et qui, à mon avis, va prendre une importance considérable, c'est tout ce qui concerne les droits de l'enfant. Au fond, quand on regarde l'histoire politique, pas seulement en France, mais mondialement, on s'aperçoit que la grande bataille a été la conquête des droits de l'homme, au sens du masculin d'ailleurs, pendant très longtemps, y compris les droits ouvriers, etc. Puis une deuxième étape a été, et est encore, et elle est loin d'être terminée, la conquête des droits de la femme, qui sont loin d'être aussi assurés que ceux de l'homme. Et mis à égalité, je ne dis pas en indifférenciation, même si c'est un débat vertigineux que de l'indifférenciation de l'un et de l'autre. Mais il y a une troisième catégorie qui, à mon avis, aujourd'hui va devenir un enjeu de revendication, c'est les droits de l'enfant et les droits à l'enfance. À la fois l'enfant en tant que tel, qui doit être protégé, on le voit aujourd'hui évidemment, surtout les enjeux de la pédocriminalité, mais plus largement les droits à l'éducation, les droits à la protection sociale, les droits à avoir une enfance. C'est pour ça que je parle moins des droits de l'enfant que des droits à l'enfance. Et puis l'enfant comme adulte en devenir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, et ça rejoint l'écologie, qu'est-ce qu'on fait pour que moi je tremble à l'idée que les enfants d'aujourd'hui aient un temps d'adulte de cauchemar, si on ne fait pas ce qu'il faut en termes écologiques et dans beaucoup d'autres domaines. Donc je crois que les droits de l'enfant, je dirais presque donner le droit de vote aux enfants, puisque au fond c'est pour eux qu'on travaille, et il serait normal que les générations futures aient le droit de vote, ça ouvre un champ de revendications absolument gigantesque, et à mon avis c'est ça le champ de l'avenir. Lorsque vous retournez vers le passé, Jacques Attali, est-ce que vous vous dites que Mitterrand a été au pouvoir de 81 à 83 et qu'ensuite le tournant de la rigueur a été la fin d'une politique de gauche? Je vous vois sourire. Oui, je souris parce que dans mon livre, j'essaye d'expliquer longuement qu'il n'y a pas eu de tournant en 83, que c'est un mythe qui a été créé par la droite et une partie de la gauche. C'est un fait objectif. Quand on regarde les faits, il y aurait eu tournant si nous avions renoncé aux réformes de 81 ou 83, si on avait vraiment renoncé. Or, on n'a renoncé à aucune des réformes. Aucune. C'est même pas été en question. Il a failli y avoir un tournant vers la gauche si on avait décidé de sortir du système européen pour aller véritablement dans un approfondissement du socialisme, c'est-à-dire faire beaucoup plus que ce qui avait été annoncé en 81, et en s'isolant et en faisant ce qu'on appelait la version albanaise du socialisme. Mais ça aurait été un tournant vers la gauche. Il y a eu juste l'arrêt, la consolidation pour que les réformes qui avaient été décidées soient mises en place. Là où il y a eu, on peut dire, peut-être sûrement un coup de frein important, c'est un coup de frein sur la croissance des salaires, mais le pouvoir d'achat, contrairement à ce qu'on a raconté, n'a pas baissé du tout pendant toute cette période. J'en donne les chiffres dans ce livre. Et en même temps, il y a eu un coup de frein dans l'émergence de nouvelles revendications. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, le tournant n'est pas dans l'exercice du pouvoir. Il est dans la construction d'espérances nouvelles. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Jacques Attali, il y aura d'autres jolis mois de mai. C'est le récit que vous publiez à Fayard de ce 10 mai 81, de cette campagne et des premiers mois de l'élection de François Mitterrand. En attendant, il est 8h sur France Culture. Excellent réveil à tous. 7h, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et nous retrouvons notre invité Jacques Attali, écrivain économiste. Vous publiez Il y aura d'autres jolis mois de mai, un récit chez Fayard, l'élection de François Mitterrand. Je me souviens qu'à l'époque, on murmurait que François Mitterrand risquait de finir comme Allende, et c'est aujourd'hui que ce texte que vient d'évoquer Frédéric Seyss, un texte prétendument signé par des militaires, et signé. Votre réaction par rapport à ce texte? Il faut raison garder. Ce texte est un roman imaginé par des auteurs de fiction. Il n'a rien à voir avec l'armée. Que l'armée soit républicaine, c'est évident, c'est évident que l'armée soit au service des institutions de la République, c'est une évidence. Que chacun, dans l'armée comme ailleurs, ait des opinions politiques, c'est normal. Il les exprime par son vote, c'est normal aussi. Mais il faut raison garder. Il y a quelques farfelus qui s'expriment ainsi. Dans le premier texte où il y avait des signataires, il y avait des gens qui remettaient en cause les institutions républicaines et qui appelaient au putsch. Je ne comprends pas qu'ils n'aient pas été immédiatement révoqués de l'armée.
Je pense qu'on a pris quelques précautions dont je ne comprends pas la raison, mais pour moi, l'appel au putsch exige au moins la révocation et peut-être aussi des poursuites pénales. Ce texte-là, c'est une lettre anonyme. On reçoit tous des lettres anonymes. Les réseaux sociaux sont bourrés de lettres anonymes. On reçoit les uns et les autres des menaces de toute nature par les réseaux sociaux. Il ne faut pas y attacher plus d'importance à cette lâcheté qu'à d'autres. Je ne comprends pas les médias qui les publient ainsi. C'est ainsi. Alors ça renvoie à deux choses profondes. D'abord, tout le monde a envie de s'exprimer, c'est normal, et le fait que pour un militaire s'exprimer soit considéré comme interdit est peut-être une contrainte qui ne tiendra pas. Il y a des pays où les militaires ont le droit de s'exprimer aussi. Ce qui n'empêche qu'ils sont aux ordres et qu'ils obéissent, ou que s'ils n'obéissent pas, ils démissionnent ou ils sont démissionnés. Une deuxième chose, c'est que ça renvoie à une colère très profonde, ou des colères très profondes, qui sont multiples dans les pays. Je sais, je l'ai bien exprimé, toute chose petite ou grande en matière d'insécurité crée les conditions d'une colère. Et il y a aujourd'hui à la fois des colères liées à l'insécurité, des colères liées au chômage, à la frustration de toute nature, aux injustices, etc. Toute une série de choses qui sont en partie masquées par la pandémie, mais qui, dès que la pandémie s'éloignera, ce qu'on peut tous espérer, reviendront. L'insécurité, que faire La sécurité, il n'y a pas d'autre solution que de faire régner l'ordre. Et ça, tout parti politique au pouvoir dans la République a comme mission de faire, entre autres, respecter l'ordre. C'est pour ça que je crois que le respect de l'ordre, c'est une évidence démocratique qu'aucun parti ne peut s'arroger. Je reprendrai cette vieille formule, vous n'avez pas le monopole du cœur, vous n'avez pas non plus le monopole de l'ordre républicain. L'ordre républicain est l'obligation de tout gouvernement, quelle que soit sa couleur politique. Lorsqu'on n'y arrive pas, il faut employer davantage de moyens, il faut comprendre les raisons et agir sur les causes à la racine de ces difficultés, mais aussi il ne faut pas lésiner sur les moyens pour faire respecter l'ordre. Dans ce texte, et puis aussi dans le pays, il y a quelque chose qui ressemble à un sentiment de déclin, Jacques Attali. Oui, sans aucun doute. Il y a à la fois un sentiment profond de déclin, une réalité profonde de déclin et un déni de réalité. Il y a réalité du déclin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on regarde les chiffres, tenez, il y a un chiffre qui est paru il y a 2 ou 3 jours, qui est passé relativement inaperçu, qui est discutable, mais qui est malgré tout sur la table comme une statistique, c'est que la part de marché de l'industrie française dans le marché européen est passée depuis l'an 2000 à aujourd'hui de 18% à 12%. Les chiffres sont contestables, mais enfin c'est l'ordre de grandeur qui est là. C'est un des signes de déclin. Évidemment, notre part industrielle s'effondre au regard de l'Allemagne, d'abord et avant tout au regard de l'Allemagne. Ce qui s'est passé depuis le début de la pandémie a été un révélateur, au sens chimique du mot, de pas de masque, pas de test, pas de vaccin, pas d'efficacité dans la mise en place du système, pas de relance industrielle, pas de relance autour de ce que j'appelle moi l'économie de la vie, c'est-à-dire les grands secteurs de demain. On continue à faire une relance en arrosant tout le monde sans véritable priorité. Il y a un vrai déclin français qui est en marche, qui est camouflé par l'abyssale dette publique. Vous venez de dire qu'il était en marche, vous voulez dire qu'il est particulièrement en marche depuis l'élection d'Emmanuel Macron ? C'est une formule qui n'appartient pas à un parti politique. J'ai bien compris, mais je vous pose la question. Non, il est en marche depuis, je dirais, ça nous rattache à mon livre ou à cette période-là, pour moi il est en marche depuis 1986. C'est-à-dire au moment où on a renoncé... Autrement dit, à l'époque où François Mitterrand, je le rappelle pour les plus jeunes... Oui, était président de la République, au moment où l'appareil d'État, d'abord sous Chirac, M. Chirac, Premier ministre, puis ensuite, ne s'est plus occupé autant qu'il aurait fallu de promouvoir l'industrie, le métier d'ingénieur, le travail... la justice sociale dans le travail, la classe ouvrière, l'importance de l'innovation, la recherche, l'exigence dans l'éducation. Je ne suis pas convaincu que donner le bac à tout le monde sans vérifier qu'il le mérite était le meilleur choix qu'ait pu faire la gauche dans les années 90. Et toute une série de choses qui sont liées à l'idéologie du travail qui n'est plus aujourd'hui, ou qui, en tout cas en France,
l'idéologie dominante. Il n'y a pas de mystère, hein, un pays qui ne fait Alors, pas... si ça n'est pas l'idéologie du travail, quelle autre idéologie dominerait-elle la France aujourd'hui, Jacques Attali ? C'est l'idéologie qui domine dans beaucoup de pays, c'est l'idéologie du moi d'abord. Moi d'abord les vacances, moi d'abord en tant que personne privée, moi d'abord pas d'impôts, moi d'abord les riches, je ne m'occupe pas des autres, c'est le refus de la solidarité qui traverse la gauche et la droite. On trouve un moi d'abord extrémiste à droite, on trouve un moi d'abord extrémiste à gauche, on trouve un moi d'abord dans la publicité, on trouve un moi d'abord dans le racialisme. Le moi d'abord prend plein de formes. Mais est-ce que ça n'est pas... qui sont destructrices pour une nation. Est-ce que ça n'est pas aussi l'une des conséquences lointaines de ce slogan consécutif, ou plutôt de ce slogan contemporain de l'élection de François Mitterrand, changer la vie plutôt que changer la société ? Non, changer la vie, c'était vraiment ce qu'on a fait pour les réformes que j'ai dit en commençant. On a changé la vie à ce moment-là. Mais il y avait aussi dès 80, en tout cas dans les premières années après 80, une vraie volonté de puissance industrielle. C'était vraiment une obsession. Mais alors pourquoi les nationalisations alors qu'elles ont pu être perçues comme dispendieuses ? Les nationalisations étaient malheureusement inévitables parce que les entreprises en question à l'époque étaient en quasi-faillite. Je rappelle, la situation économique du pays était terrible. L'inflation était à 15%, le chômage était galopant, plus encore en proportion qu'il n'est ressenti aujourd'hui. Et si nous n'avions pas nationalisé ces entreprises, elles seraient tombées en faillite. La meilleure preuve, c'est que quand elles ont été privatisées après 86, la plupart sont tombées en faillite ou ont été vendues par morceaux à l'étranger. Pratiquement aucune d'entre elles, sauf Saint-Gobain et une ou deux autres, existe aujourd'hui. Donc l'industrie, elle est très mal, parce qu'il n'y avait pas d'actionnaires privés possible, parce que le capitalisme était entre les mains de quelques familles, parce que c'était une société extrêmement fermée. Je ne dis pas que c'était mieux avant, loin de là. Mais le déclin français, regardez les chiffres. Si nous n'avions pas l'euro qui nous protège, nous serions une situation digne de l'Argentine, avec une dette publique et une dette extérieure extrême. Nous sommes le seul pays de l'Union européenne dont la balance de paiement est déficitaire. Même l'Italie a une balance des paiements excédentaire. Vous imaginez cette situation. Aujourd'hui, la France a une conscience de son déclin qui entraîne une colère, mais une colère qui se manifeste aujourd'hui par une inquiétude très profonde, mais pas par une idéologie de sursaut, de travail, de volonté de faire, qui ne serait possible que s'il y avait de la justice sociale dans le travail et s'il y avait un projet qui justifie l'effort. Justice sociale dans le travail, c'est-à-dire ? Ça voudrait dire beaucoup de réformes fiscales par rapport à la fiscalité d'aujourd'hui. Ça voudrait dire beaucoup de lois donnant aux salariés des pouvoirs plus grands dans l'entreprise et une plus grande légitimité, comme ça existe en Allemagne. On ne va pas chercher une révolution cubaine ou dans les pays d'Europe du Nord, qui sont aujourd'hui considérés à la fois comme les meilleurs en termes de potentiel de croissance industrielle et de bien-être écologique. Aujourd'hui, justement, puisqu'il s'agit de préparer l'élection présidentielle, est-ce que vous pensez qu'un programme de gauche est possible ? Est-ce que les conditions de l'écriture de ce programme sont réunies, Jacques Attali ? Je pense qu'il y a une vraie demande de projet. Pour ma part, j'ai toujours rêvé d'un système institutionnel où le premier tour consisterait à choisir un programme et le deuxième tour à choisir un homme ou une femme chargé de le conduire. Naturellement, c'est rêver un peu. Mais je continue de penser que le programme est nécessaire. Pour ma part, je vais produire, comme je le fais pratiquement tous les 5 ans, un programme présidentiel à la disposition des candidats qui va s'appeler France Positive 2022, qui sera disponible en octobre ou novembre et qui est aujourd'hui en train de se construire avec un grand mouvement d'experts, mais aussi de citoyens qui seront peu à peu visibles au cours des mois à venir. C'est juste mettre à la disposition des candidats de toutes sortes le fait qu'il y a des réformes majeures à faire, qu'elles peuvent être conçues, conceptualisées, précisées pragmatiquement, et qu'il leur appartient de se battre pour elles et pas pour des questions de chapelle ou d'ego. Mais entre-temps, je veux dire, si on prend le 10 mai 81 et aujourd'hui, alors on peut se battre sur les chiffres, mais le 10 mai 81 a vu la victoire de François Mitterrand. Aujourd'hui, la gauche est minoritaire dans les sondages. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qui s'est passé, Jacques Attali, pour que cette gauche-là ne parvienne pas à rassembler plus, je ne sais pas, du quart des électeurs, disons ? Oui, François Mitterrand disait que la gauche ne peut pas gagner une élection présidentielle si elle ne fait pas 43% au premier tour. On en est à 25%, donc on est très loin.
Et pour autant, ce qui est frappant en Europe et aux États-Unis et dans beaucoup de pays du monde, c'est que la gauche est au pouvoir dans la pratique. Ce sont des programmes sociaux-démocrates qui s'appliquent partout, y compris en France aujourd'hui. Beaucoup de dépenses publiques, beaucoup de demandes de sécurité, de démocratie, d'écologie, tout ça c'est de gauche. Mais les idées sont à droite et la pratique est de gauche. Il y a un moment où ça va s'ajuster. Est-ce que ça va s'ajuster dans le pire, c'est-à-dire un national-socialisme? Évidemment, ce serait le pire. Ou est-ce qu'on va l'ajuster soit par une politique vraiment de droite, de démantèlement des aides publiques, ou par une cohérence plus grande entre la pratique de gauche et des idées de gauche qui redeviendraient dominantes? Le déclin s'est fait progressivement je pense qu'il a commencé par le monde intellectuel qui s'est éloigné de la politique et qui n'a pas trouvé utile de réfléchir à des projets politiques pour traduire l'action. Dans les années 70, pour un intellectuel comme moi, travailler dans la politique, c'était à peu près bien vu, même si ce n'était pas bien vu de tout le monde, loin de là. Aujourd'hui, c'est moins bien vu. Et pendant très longtemps, cela a été très mal. Aujourd'hui, ça redevient possible, puisqu'il y a beaucoup d'intellectuels qui travaillent dans le monde écologique, dans le monde politique. Ça redevient bien vu, et je ne désespère pas. Je vois beaucoup de choses qui sont faites en ce moment pour inventer des programmes de gauche, réfléchir à des idées. Ça vient, ça revient. Ça revient moins à droite, ce qui laisse un champ considérable à l'extrême droite, puisque... et je plaide pour que mes amis de droite se regroupent. Mes amis de droite, parce que moi étant de gauche, c'est quand même, heureusement, je ne suis pas dans le clivage comme on devrait ne pas l'être, et j'ai évidemment beaucoup d'amis de droite. Je plaide pour que mes amis de la droite se regroupent aussi pour penser à des programmes qui s'opposeraient dignement à des programmes de gauche. Mais alors, justement, Jacques Attali, vous évoquiez la sécurité et la manière dont celle-ci était aujourd'hui un enjeu, le déclin et la lutte contre le déclin. Le Rassemblement national a des méthodes, alors chacun juge en fonction de ses opinions si celles-ci sont ou non pertinentes pour contrer l'insécurité et le déclin, mais en tout cas pour la prochaine présidentielle. Si les élections avaient lieu maintenant, je pense que Marine Le Pen aurait de très grandes chances d'être élue. Parce qu'en effet, tous les événements, elle lui donne une réponse. De l'insécurité, des crimes de toute nature, du terrorisme. Mais il y a d'autres réponses aux mêmes questions que les siennes. Et c'est parce que d'autres réponses n'apparaissent pas qu'elle apparaît comme aujourd'hui en situation de pouvoir le faire. Il y a une demande française aujourd'hui de dégagisme. Au fond, les Français aujourd'hui, ils le disent, ils veulent ni d'Emmanuel Macron, ni de Marine Le Pen. J'espère pour ma part que ce sera tout sauf Marine Le Pen une fois de plus, bien sûr. Mais ça n'aurait de sens que si c'était créé autour d'un vrai projet. Et il ne faut pas laisser s'installer l'idée que les réponses de Marine Le Pen qui sont folles, c'est pas seulement le Rassemblement national ou le Front national, c'est des idées anti-européenne, favorable à des alliances étranges, créant un clivage. Alliance étrange, qu'est-ce que vous voulez dire? Un clivage dans alliance internationale étrange, on le voit tous les jours, et créant des La Russie? Parmi d'autres, c'est pas la Russie qui est en cause. Je suis favorable à l'entrée de la Russie dans l'Union européenne. Vous imaginez, je vais très loin. Mais sous sa forme actuelle? Pas sous sa forme actuelle. Mais je suis favorable à l'entrée un jour d'une Russie devenant démocratique dans une Union européenne à très long terme. La Russie est en Europe. Mais des alliances étranges et surtout créant un clivage dans la société française qui est inacceptable, refusant de voir la réalité d'une société qui n'est plus celle des années 50. Jacques Attali, vous le savez, c'est François Mitterrand qui est souvent accusé d'avoir servi de marchepied à Jean-Marie Le Pen pour permettre notamment de fracturer la droite, oui, et de permettre à la gauche de l'emporter. Oui, merci de me poser cette question. C'est vrai que la proportionnelle faisait partie du programme de François Mitterrand, comme il fait partie du programme de la gauche depuis l'an 40, si j'ose dire, même si l'expression l'an 40 prend une connotation particulière quand on parle du XXe siècle. François Mitterrand était contre. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'il a mis très longtemps à faire voter cette loi. On peut dire que les lois auxquelles il tenait, il les a fait voter tout de suite, et celles auxquelles il ne tenait pas, il les a fait voter pas du tout, comme la nationalisation de l'école privée, ou la proportionnelle. Et quand je l'ai entendu, moi, dans un déjeuner de dirigeants de gauche, qu'on tenait tous les mercredis après le Conseil des ministres, où l'un d'entre eux se réjouissait de l'adoption de proportionnelle, parce que ça ferait rentrer du Front National, qui en effet diviserait la droite. Il dit surtout pas, ne dites pas ça, c'est pas vrai, ce n'est pas nos valeurs,
rien ne doit être fait pour favoriser l'extrême droite. Donc il était extrêmement hostile à cela. Oui, mais c'était aussi un fin tacticien. Et d'ailleurs, dans l'un des deux tomes... Franchement, c'était un fin tacticien, mais ce n'est pas une réponse, pardonnez-moi de le dire, cher Guillaume, ce n'est pas une réponse à mon argument qui est de dire il était contre. L'un des deux tomes de votre verbatim où vous relatiez au jour le jour la présidence de François Mitterrand, Jacques Attali avait cette phrase qui n'a pas plu à François Mitterrand: « Pas vu, pas pris, il a la morale des forts. » Pas vu, pas pris. Est-ce que c'est pas aussi une drôle de manière d'envisager la morale d'un dirigeant? Alors, c'est une phrase que j'ai... Verbatim est un livre en 3 tomes que j'ai écrit à sa demande, qu'il a d'ailleurs relu la plume à la main, et cette phrase se trouve dans l'introduction du premier tome, où je trace un portrait en 1993 de cet homme qui est encore au pouvoir, et je le décris comme provincial, et je décris ses valeurs, ses priorités, etc. Et naturellement, il a vu ce texte avant publication, je lui ai soumis ce texte, puisque c'était à sa demande, et il m'a fait quelques corrections, quelques demandes de suppression de secrets d'État qu'il pensait inutile de révéler tout de suite, ce que j'ai fait bien sûr. Et il a vu cette formule, pas vu, pas pris, et il m'a dit, vous trouvez vraiment? Je dis oui, je trouve vraiment, et il n'a pas insisté. Et donc la phrase se trouve dans le livre, malgré lui. Je pense que le pas vu, pas pris s'applique à chacun des êtres humains de cette planète. oui, mais tous ne sont pas présidents de la République. Non. Mais chacun, nous avons tous, et j'espère beaucoup plus encore, une sorte d'horloge intérieure qui nous fait penser que pas vu ne veut pas dire qu'on a le droit de commettre tous les crimes possibles. Mais il y a aussi certaines personnes qui ont une morale plus élastique et qui s'arrangent davantage avec leur conscience. Il faisait partie de cela dans certaines limites. Pourquoi dans certaines limites? Parce que il avait une très grande conscience de l'importance du long terme et il voulait laisser une trace. Et quand j'écris pas vu, pas pris, dans son esprit, c'était pas vu jamais. Puisqu'il était convaincu, la seule chose qui comptait pour lui, c'est ce qu'on penserait de lui aujourd'hui, 40 ans plus tard, quand on en parle. Et s'il était vu après sa mort, c'était pas bien. Donc, il avait une conception utilitariste du pas vu sur le long terme, qui n'était pas dans l'immédiat, et qui, d'une certaine façon, rejoint le pas vu, pas pris pour moi, qui est j'ai une morale interne qui censure mes actes, même si je ne suis pas vu. Mais alors, parce que justement, cette préface au premier verbatim, Jacques Attali, vous décriviez par exemple les rapports à l'argent de François Mitterrand, qui eux aussi ont fait polémique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait polémique. La guerre de François Mitterrand, son rapport à l'argent, vous disiez en substance, il aime l'argent qu'on hérite, pas celui qu'on gagne. Oui, mais c'est pas une conception traditionnelle, disons, à gauche. C'est une conception très traditionnelle en France, c'est une conception très traditionnelle catholique par opposition à protestants ou à juifs. J'ai souvent écrit que la différence fondamentale, c'est entre ceux qui pensent que la richesse est un scandale et ceux qui pensent que la pauvreté est un scandale. Dans la France dans l'esprit de François Mitterrand, dans l'esprit d'une grande partie du catholicisme, ça fait partie de ses règles. C'est la richesse qui est un scandale. Dans l'esprit protestant et juif, c'est la pauvreté qui est un scandale. Ça inverse tout. Et l'argent hérité est plus justifié parce qu'il n'est pas un enrichissement qui ferait scandale, mais parce qu'il est légitime, parce qu'il est reçu, et donc imposé en quelque sorte à celui qui l'a. J'aimerais évoquer un autre sujet sans lien avec ce que l'on vient de dire précédemment, encore qu'il y avait une internationale socialiste que vous avez souvent évoqué, Jacques Attali, à l'époque. Il y avait un lien entre François Mitterrand et d'autres dirigeants, Shimon Peres, le dirigeant israélien, avec Olaf Palme, les Suédois, etc. Je voulais parler du Proche-Orient et des efforts de Mitterrand pour la paix et ce qui se déroule actuellement à Jérusalem, et avoir votre réaction à ce qui se déroule là-bas. Ma réaction reste la même et constante. Le seul pays au monde qui a intérêt à la création d'un État palestinien, c'est l'État d'Israël. Ça reste ma lecture de cette situation depuis toujours, parce que je pense que avec naturellement les Palestiniens aussi, mais pourquoi je pense cela? Je pense cela parce que
s'il n'y a pas d'État palestinien, les Palestiniens, demain matin ou dans 5 minutes ou dans 10 ans, vont dire nous renonçons à l'État palestinien et nous demanderons un État unique. Et du jour au lendemain, Israël se trouve dans une situation clairement qui est celle de l'Afrique du Sud. Et l'État hébreu, ou l'État d'Israël au sens où il a été créé, n'existera plus. Ce sera un État unique de type de ce qu'est l'Afrique du Sud aujourd'hui. Je ne crois pas que ce soit l'intérêt de la conception israélienne de son existence. Et donc, ils ont un intérêt absolument vital à l'existence d'un État palestinien. Ils ne le comprennent pas, un peu comme les Français d'Algérie ne comprenaient pas à l'époque l'intérêt qu'ils avaient à créer les conditions d'une harmonie avec leurs concitoyens musulmans. On en est là. Aujourd'hui, je pense que on peut espérer que la page de Netanyahou se tourne, que la page de l'autorité palestinienne... Elle peut se tourner éventuellement pour quelqu'un qui serait peut-être... Pire encore, oui. On peut espérer aussi que la page de l'autorité corrompue et affaiblie de Ramallah se tourne aussi. On peut tout Là espérer. aussi, même formule. Dans ces conditions, qu'est-ce que l'on peut imaginer comme avenir pour cette région du globe ? On peut espérer que les pays voisins et les grands parrains, qui sont les pays arabes du Golfe, comme l'Europe, qui a son mot à dire, et les États-Unis, disent assez joué les enfants, on vous met autour d'une table, vous n'en sortez pas avant une semaine et vous nous sortez avec un plan avec deux États indépendants, libres et égaux en droit. Circuler et c'est fini. Une dernière chose, Jacques Attali, puisque on a évoqué la sortie de la crise sanitaire. Jean Castex a eu cette formule. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je l'espère aussi, mais je pense que ça fait partie du grand déni de réalité. Il y a un déni de réalité sur la situation économique, un déni de réalité sur la dette, un déni de réalité sur les dépenses publiques qu'il va bien falloir arrêter parce qu'on ne pourra pas continuer à faire comme ça sans affronter l'effondrement du pays. Il y a un déni de réalité sur la pandémie qui est toujours là, sur le fait que, évidemment, il faut ouvrir autant que possible, mais il y a un déni de réalité sur le fait que c'est loin d'être terminé, qu'il va falloir vivre avec, et sur le fait qu'on n'a pas encore créé la mobilisation générale. C'est d'autant plus nécessaire que si on ouvre, il va falloir avoir encore plus d'habitude à construire, de prudence, de respect des règles barrières si on ne veut pas se retrouver avec un retour de la pandémie qui sera alors mortel pour tout pouvoir démocratique. Il y a des pays aujourd'hui qui semblent avoir jugulé une partie de cette pandémie avec une politique perçue comme de gauche. Biden aux États-Unis, est-ce que c'est un exemple ? Biden, évidemment, fait un grand programme économique qui est d'ailleurs à des années-lumière du nôtre. C'est pourquoi d'ailleurs l'Europe est si en retard. Ça fait partie du déni de réalité. L'Europe a un programme nain. Je rappelle que le programme européen a décidé il y a 6 mois maintenant, ne sera pas appliqué avant 6 mois encore, et qu'il est extrêmement faible comparé au plan Biden, et qu'on se trouve dans la situation absurde où la moitié du plan européen est consacré à développer des industries hostiles au climat et pour l'améliorer, et l'autre moitié est consacrée à des industries qui aggravent la situation du climat. On marche sur la tête. Alors qu'il faudrait tout concentrer sur ce que j'appelle l'économie de la vie, c'est-à-dire qui exclut tout soutien aux énergies fossiles. Il y a toutes les industries de la mort, c'est-à-dire celles qui utilisent des énergies fossiles et celles qui utilisent du sucre, du tabac et des drogues de toute nature. C'est un plan simple, mais ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Aux États-Unis non plus d'ailleurs, parce qu'on continue aussi à subir la loi des lobbies dans ces matières. Mais on est très loin de la mobilisation qui serait nécessaire, et j'espère que la prise de conscience du risque du déclin européen, l'effort, le travail, moi toute ma vie a été tournée autour de la jubilation de l'effort et du travail. C'est un merveilleux plaisir que de travailler. Doit revenir comme étant la source des grandes joies, et ça ne peut revenir que s'il y a un lien entre le travail et la récompense, et donc une légitimité qui renvoie aux questions sociales, évidemment. Jacques Attali, il y aura d'autres jolis mois de mai. C'est le récit que vous publiez chez Fayard. Je vous propose d'accueillir mes 2 camarades qui viennent prolonger cette émission, Hervé Gardette et Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Guillaume. Hervé, ce matin, vous allez nous apprendre à survivre dans la jungle urbaine. Oui, que faire si vous croisez un animal sauvage en sortant de ce studio ? Je vais vous l'expliquer. Et Géraldine va évoquer son dilemme, aller ou pas au parc.